Je vous demande votre attention. Voilà, nous allons démarrer. Je passe tout de suite la parole à Thomas Fröhlicher, qui est directeur général de cette belle et grande école dans laquelle nous sommes accueillis aujourd'hui. Thomas. Merci. Monsieur le Président UNEF, cher Jean-François, Mesdames et Messieurs, bon, c'est toujours un plaisir évidemment de vous accueillir. C'est toujours un plaisir d'accueillir l'université dans cette grande école, parce qu'on espère toujours renforcer nos liens avec notre écosystème. Et quand en plus c'est l'université des entreprises, on est encore plus heureux puisque finalement on revient au cœur de la vocation de cette école, on revient aussi évidemment à ses origines et on revient aux liens privilégiés qui, depuis 1874, nous relie à la Chambre de commerce de Bordeaux, comme vous le savez, et cette enceinte, ce bâtiment est là toujours pour le rappeler. Alors, un autre élément qui nous réjouit, c'est évidemment le thème de cette journée, réinventer les business models. Je crois que ça nous plonge vraiment au cœur de problématiques qui sont les nôtres dans tous nos programmes, des questions qui sont liées aux nouvelles sources d'innovation, des enjeux évidemment aussi en termes de sources de créativité, mais aussi évidemment en sources de productivité. Donc tous les débats qui vont avoir lieu pendant cette journée vont être extrêmement importants pour vous comme pour nous, pour notre corps professoral et pour nos étudiants. Alors on sera présent à vos côtés pendant cette journée à travers la présence de José Milano, que vous connaissez et qui interviendra à vos côtés, je crois, de manière transversale pendant cette journée. On sera avec également donc un philosophe, et ce tandem, j'en suis sûr, sera extrêmement intéressant. Et puis on sera présent également avec vous à travers des masterclass qui illustrent aussi notre manière à nous de contribuer à ce renouvellement des business models sur différentes thématiques du management qui sont les nôtres. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Juste, avant, juste pour nous montrer aussi l'ampleur qu'a pris oui, avec plaisir. L'école, juste quelques chiffres, nous rappeler combien de campus, combien d'étudiants, voilà, quelques chiffres pour nous permettre de mesurer à ceux qui connaissent. Avec plaisir, hein, vous me rappelez à mon devoir d'autopromotion, mais comme je passe mon temps à faire ça, et il m'arrive parfois de me dire que c'est pas l'endroit. Bah, écoutez, aujourd'hui, Kedge, c'est 12 500 étudiants, donc c'est, je pense, la plus importante école de management en France sur cette taille-là. On est également une entreprise académique puisqu'on va dépasser cette année les 100 millions d'euros de budget, avec toutes les contraintes de ce que ça représente pour une entreprise, mais aussi pour une école qui travaille dans le sens académique avec 200 professeurs permanents. On est le deuxième producteur de recherche académique sur un ensemble de sujets, avec des points de force, notamment sur la supply chain, sur tout ce qui touche au marketing dans ses différentes dimensions, notamment sur le business connecté, le digital, et puis sur un thème qui nous est cher également, qui est la responsabilité sociale des entreprises. Alors, vous le savez, notre école, elle est très fortement implantée ici à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Elle est aussi fortement implantée à Marseille, Lumini et à Toulon. Elle est à Paris avec un executive center qui se développe très rapidement, près de 400 étudiants qui sont quand même des professionnels. Et puis on est très heureux d'avoir récemment obtenu une 22e place mondiale sur notre executive MBA, le classement du Financial Times, ce qui fait qu'on progresse encore. Ça fait, je pense, 5 années de suite. Présent en Chine aussi. Voilà, qu'on progresse. Ce Global MBA, j'allais le dire. Avec 2 campus, en fait. Voilà, ce Global MBA, en fait, il a été développé avec Shanghai Jiaotong University à Shanghai. On à Suzhou l'Institut franco-chinois qui regroupe près de 1000 étudiants dans le domaine de la finance et qui terminent leurs études d'ailleurs ici à Bordeaux sur 5 années. Et on va être encore plus présent à l'avenir avec une troisième collaboration avec la Chinese Academy of Fine Arts de Pékin qui va s'implanter avec nous à Shanghai une nouvelle fois, avec les Arts Déco de Paris, avec Paris-Sorbonne et avec le musée d'Orsay qui sera notre partenaire. Et on est présent en Afrique, à Dakar, où on renforce notre développement. On aura beaucoup de choses à annoncer sur ce terrain-là à très court terme. Très bien, merci beaucoup de votre accueil. Jean-François Clédel, président du MEDEF Gironde et vice-président du MEDEF Grande Aquitaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre Université des entreprises. Merci à Thomas Fröhlicher et à Kedge de nous accueillir une fois encore dans cette
dans cette belle école pour cette journée des entreprises du MEDEF Gironde. Alors le thème de cette année, réinventons nos business models. La rupture, vous le savez, est là. Elle est la forme d'un tsunami digital avec l'ubérisation, le big data, le développement du partage et puis l'émergence aussi de nouveaux acteurs dans les secteurs traditionnels de l'économie et de l'industrie, comme par exemple Tesla avec ses véhicules automobiles, Google également qui rentre dans l'automobile. Dans le même temps, je ne vais pas tout faire l'inventaire de tout, dans le même temps, on assiste à des problématiques liées au réchauffement climatique, au chamboulement sur les prix de l'énergie, à la montée de l'islam radical et de l'insécurité. Et donc on voit bien qu'on est face à un grand chambardement. Et donc le thème de cette année, c'était justement de réfléchir à tout cela et de voir comment on pouvait oser renverser la table, bouleverser les processus, bouleverser les organisations pour être toujours là demain. Et donc réinventons nos business models. Voilà donc le thème de cette journée. Je déclare ouverte la 16e Université des entreprises du MEDEF Gironde. Merci. Et donc je voulais rappeler le hashtag qui apparaît là. Si vous voulez tweeter toute la journée ou faire un peu de buzz, c'est hashtag UDE33. Voilà. À vous, Camille. Merci. Bien, alors c'est la 16e édition. Pour moi, c'est la 6e. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont arrivées à temps ce matin pour démarrer ensemble. Et puis, les rangs vont se gonfler peu à peu. Donc, 6e édition. Voilà, avec toutes les imprévus de dernière minute, je suis ravie d'accompagner cette journée. Je crois qu'on vous a concocté des interventions vraiment intéressantes de fond. Et effectivement, nous avons un tandem qui va nous accompagner, Charles Pépin et José Milano, que je vous présenterai dans 2 minutes. Une journée donc avec aussi une table ronde ce matin et une dernière ce soir. Vous connaissez le principe. Et puis 4 temps. Vous allez voir on a préparé 4 temps qui vont être très différents les uns des autres. Premier temps tout à l'heure, après la première table ronde, un premier speech où la salle, vous, serez mis directement à contribution. Un deuxième temps où là, on aura plutôt un one-man show de quelqu'un d'un peu particulier que j'ai fait venir sur l'innovation. Et donc, vous aurez l'occasion de repartir. Mon objectif est que chacun reparte avec au moins une idée. Un déjeuner bien sûr, quelque part par là. Un troisième temps à 14h où nous irons vraiment porter le regard loin et ailleurs jusqu'en Afrique et encore plus loin pour décaler notre vision et élargir notre vision du monde. Et puis un 4e temps avec une petite surprise sportive improvisée, vous verrez ça. Donc voilà, 4 temps très différents et évidemment une table ronde de clôture. Tout ça nous amènera ensemble jusqu'à 18h30 pour ceux qui suivent toute la journée. Puis vous savez bien aussi qu'il y a des tas de choses qui se passent ici, mais il y a des tas de choses qui se passent autour de l'amphi. Je vous en dis juste un petit mot avec un espace partenaire, avec l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui a un espace de consultation gratuite. Profitez-en quand vous avez une question. L'Université de Bordeaux avec toutes ses offres de services dédiés aux entreprises, ses propositions de collaboration scientifique. La CCI internationale Aquitaine, bien sûr, pour votre export, votre développement à l'international, et aussi le centre de médiation de Bordeaux. Et puis 2 parrains officiels, le village Baïséa, Crédit Agricole. Vous avez expérimenté déjà l'année dernière, c'est très riche, voilà, de start-up, d'innovation, etc. Allez faire un tour, ça donne des idées, ça ouvre un peu les horizons. Et puis Harmonie Mutuelle, ça c'est parce que 60, même plus, je crois 95%, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre, mais... Voilà, beaucoup de dirigeants déclarent avoir des journées stressantes. Et donc, si celle-ci en est une, j'espère pas trop pour vous, pour moi peut-être un peu plus. J'irai faire un petit tour chez Harmonie Mutuelle tout à l'heure, voilà, qui propose un espace de détente, relaxation, enfin 2-3 petites choses comme ça, et voilà, qui vous parlera de son métier. Donc ça, c'est pour les espaces, et puis beaucoup d'autres infos, bien sûr, de beaucoup d'autres partenaires qui sont là aussi, et dont vous trouverez les informations dans votre programme avec des prospectus, etc. Voilà, donc ça c'est pour ce qui se passe ici, ce qui se passe autour. Moi, mon job, c'est toujours un peu le même pour la journée, mais même si à chaque fois c'est différent, du coup, c'est à la fois de faire que si ce qui se passe ici m'intéresse et intéresse ceux qui sont là aujourd'hui et qui passent du temps avec nous, alors on a toutes les chances que ça vous intéresse. Et j'espère bien que ce soir vous aurez été nourris, bousculés, intéressés par tout ce qu'on se sera dit et que vous repartirez transformés. Aujourd'hui ou plus tard. Voilà, notre duo fil rouge, je l'appelle tout de suite, notre duo fil rouge, Charles Pépin et José Milano. Alors je vais d'abord demander à Charles Pépin de me rejoindre.
Vous pouvez l'applaudir, hein, ça met en jambe le matin. Hier encore, il était au but de Chaumont avec une doudoune sous sa veste que tu nous as fait l'honneur d'enlever pour aujourd'hui, Charles. Parce que, vous savez, c'était ce genre d'exercice nouveau en live, interview, en extérieur et tout ça, puis avec des commentaires live qui apparaissent, des questions et tout ça. Et ce qui a beaucoup intéressé les internautes, en l'occurrence, c'était la doudoune sous la veste de Charles. Mais plus sérieusement, Charles, donc tu es diplômé de Sciences Po Paris et HEC. Sciences Po, c'est quelque chose que vous avez d'ailleurs en commun, vous nous direz ça. Aujourd'hui, tu es philosophe et ta réputation n'est plus à faire. Tu es journaliste, chroniqueur régulièrement, bien sûr, à la radio et presse écrite, enseignant et écrivain. Alors, il y a un livre que tu aimes bien citer, c'est la BD que tu as faite qui s'appelle Platon Lagaffe. J'adore. Platon Lagaffe, c'est l'histoire des philosophes en entreprise. Et puis, une actualité évidemment plus récente. Et statistiquement, vu le volume de vente de Les Vertus de l'échec, qui est ton dernier ouvrage aux éditions Alary, normalement, soit certains d'entre vous sont en train de le lire, soit ils l'ont déjà lu. Ça devrait se passer. Donc on fera peut-être un petit test au milieu de la journée pour voir ça. Donc bienvenue. Merci de ta participation. Pour l'instant, tu peux prendre place. Et je vais demander à José Milano de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir aussi. Alors évidemment, José Milano, il est un peu comme chez lui, hein, puisqu'il est chez lui. Voilà, donc bienvenue José. Normalien en économie et gestion, avocat aussi, mais aussi diplômé de Sciences Po en sociologie du travail. Finalement, vous avez décidé de travailler en entreprise et vous avez choisi d'intégrer toutes ces disciplines-là au travers des métiers de l'assurance, dans lequel vous avez fait une bonne partie de votre parcours chez AXA, beaucoup à l'international, puisque vous avez été directeur de la formation, mais aussi DRH international du groupe. Et puis vous êtes devenu spécialiste de relations sociales en France à travers diverses responsabilités. Maintenant vous êtes directeur général adjoint de Catch Business School depuis 2015, donc c'est tout récent, et vous êtes en charge du corporate development, comme on dit, et à l'international aussi. Donc bienvenue, vous pouvez vous asseoir, pour l'instant c'est un peu frustrant, hein, mais... Et on a un parrain de l'événement, puisque en fait ça c'est notre tandem, comme le disait Thomas tout à l'heure. Ils vont nous accompagner toute la journée. Ça veut dire qu'ils ne seront pas toujours là, juste sous vos yeux, mais souvent. Et puis ils seront sollicités régulièrement au cours des différents temps forts. Et à nouveau sur la table ronde de clôture avec Charles qui fera un petit exercice, comme tu sais si bien le faire, de synthèse de 10 minutes pour ceux qui nous rejoindront qu'en fin de journée. Voilà, synthèse de la journée. Donc bienvenue à vous et merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole, excusez-moi, je crois que je me trompe, j'ai des tas de choses pour la journée, à Pascal Faugère. Pardon Pascal. Bienvenue, voilà. Pascal Faugère qui est directeur du développement économique et appui aux entreprises de la Chambre de commerce. Tout à fait. Voilà, et d'industrie. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc vous avez choisi d'être partenaire de ce premier débat, en particulier la table ronde d'ouverture qui pose un peu le sujet, qui pose le sujet. Alors évidemment, vous accompagnez, la question que je vous ai posée quand on a préparé, c'est que vous accompagnez des créateurs d'entreprises et des déjà dirigeants, on pourrait dire ça comme ça. Et sur la question de réinventer le business model, pour lesquels des deux est-ce le plus difficile ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, préalablement, je souhaitais excuser l'absence de Pierre Goguet, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, qui malheureusement ne peut être des nôtres ce matin. Et il le regrette beaucoup parce que le thème fil rouge de la journée, le thème du business model, du renouveau du business model est un thème qui lui est vraiment particulièrement cher. Alors en effet, la Chambre de commerce, les chambres de commerce et d'industrie en général, et la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en particulier, développent toute une somme de services à destination des entrepreneurs, des porteurs de projets, tout d'abord, des créateurs d'entreprises, mais également des entreprises en développement. Et nous possédons quand même une très belle... nous sommes dans une situation d'observation pour analyser les nouvelles tendances et notamment les nouvelles thématiques ou les nouvelles problématiques que se posent les entreprises. Et évidemment, avec cette révolution numérique, il y en a beaucoup. Oui. Et comment vous les accompagnez concrètement ? Enfin, c'est pas qu'une révolution technologique, donc la transformation numérique. Alors, comment vous accompagnez ? Quels sont les services que vous proposez ? Alors, en fait, je pense qu'il y a deux types. On pourrait segmenter la demande des entreprises. Les créateurs d'entreprises, d'une part. Aujourd'hui, on peut affirmer que le profil du créateur a véritablement changé depuis ces cinq dernières années. Aujourd'hui,
de par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les porteurs de projets ont beaucoup d'informations. Ils viennent nous voir uniquement en validation de projet, ce qui fait que notre valeur... Votre métier, votre valeur ajoutée a changé. Notre valeur ajoutée a véritablement changé. Qui plus est, on peut dire que ces porteurs de projets, ces créateurs d'entreprises sont digital natifs, en fait. Leurs projets portent en eux également l'intégration totale des technologies digitales. Ça, c'est pour les porteurs de projets. Après, sur les entreprises en développement, alors, ces dernières années, on avait deux profils de chefs d'entreprise qui venaient nous rencontrer. Les premiers qui étaient dans une stratégie totalement défensive et qui nous disaient j'espère que mon métier ne va pas trop changer et j'espère passer entre les gouttes. Et il y avait le syndrome du très bon client. Le très bon client, c'était ces chefs d'entreprise avaient de gros chiffres d'affaires faits avec des clients traditionnels pour une prestation de services traditionnels et ils s'attachaient à rendre satisfaction à ce client, mais ils oubliaient de prendre de la hauteur et de se poser la question sur l'amélioration de leurs produits, l'adjonction ou pas de briques digitales à leurs produits. Et donc, in fine, c'était leurs meilleurs clients des fois qui les amenaient dans le mur. Donc, ça, c'était un profil qu'on rencontrait il y a quelques années, plus maintenant. Maintenant, je crois que cette révolution digitale a totalement percolé, a totalement perfusé dans le milieu des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, nous avons une demande qui est autre. J'ai eu le plaisir avec le président du MEDEF récemment d'être invité dans une grosse entreprise bordelaise. Et le chef d'entreprise, le président de cette entreprise nous disait écoutez, nous avons très beaux produits, nous proposons un très bon produit. Ceci étant, nous sommes extrêmement attentifs et nous sommes en recherche d'adosser à ce produit des briques technologiques pour améliorer nos services et pour être toujours plus compétitifs. Et donc, aujourd'hui, la véritable demande et la véritable attente qu'ont les chefs d'entreprise vis-à-vis de nous, c'est d'arriver, c'est d'utiliser la chambre de commerce comme étant un expert de la connaissance du territoire pour arriver à faire matcher la demande des entreprises en développement et des briques technologiques qui seraient développées par des startups locales. Voilà, donc, d'accord, dans une logique de territoire et de complémentarité. Dans une logique de territoire. Et ça me permet, puisque vous me donnez la parole ce matin, de faire également un peu de promotion. Je reprends les paroles de Thomas. Pour vous dire que le 7 décembre prochain, pour vous, chefs d'entreprise qui êtes en recherche de start-up qui pourraient développer des briques technologiques compatibles avec vos services, avec vos produits, et bien le 7 décembre prochain, nous organisons à la Chambre de commerce une grande journée qui vise à mettre en relation, qui vise à faire pitcher des directeurs innovation de grands groupes et des start-up et également des patrons de PME, PMI locales. Et donc l'idée, c'est d'arriver à une fertilisation croisée entre ces start-up, ces PME, PMI et ces grands groupes. Donc 7 décembre prochain. Et puis aujourd'hui, premier jour de scrutin, vous avez quand même un petit truc prévu pour... Oui, d'ailleurs, c'est pour ça juste là, quoi. Donc il faut en dire un petit mot, puis on a un petit film, alors il faut se dépêcher parce qu'après le temps passe. J'ai un badge près du cœur. Oui, en effet, aujourd'hui, le 20 octobre, donc c'est bien entendu l'Université des entreprises du MEDEF, mais c'est aussi le premier jour du scrutin pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc la Chambre de commerce et d'industrie, je ne présenterai pas très longuement, mais c'est juste un établissement public administratif géré par des chefs d'entreprise dont l'objectif est de proposer des services pour les chefs d'entreprise. C'est votre maison, c'est votre établissement. Voilà, donc les élections ont lieu tous les 5 ans. Vous allez pouvoir porter à la tête de la Chambre de commerce des femmes et des hommes qui vont faire partie de la gouvernance de la Chambre, qui vont nous donner les orientations stratégiques pour cette Chambre de demain. Et donc, il est particulièrement important que vous votiez. Donc aujourd'hui, je sais, quand vous allez rentrer chacun dans vos entreprises, vous allez recevoir par courrier, vous avez reçu ce matin par courrier, donc votre matériel électoral. Donc, ne le mettez pas de côté, traitez-le tout de suite, votez. Voilà. Et donc, plutôt que de grands discours, on va vous passer un petit film. Merci, à tout à l'heure. Parce qu'elle m'a aidé à créer mon entreprise, je vote pour les élections consulaires de ma CCI.
Moi, je vote pour la CCI car elle est à proximité de mon entreprise. En 2016, je voterai en ligne pour ma CCI car je sais que mes intérêts seront bien défendus. Je vote pour ma CCI car elle a fait parler de mon entreprise pendant la semaine de l'industrie avec Fabriquer chez nous. Je suis parti avec la CCI à Las Vegas pour assurer le développement de ma startup. Et du 20 octobre au 2 novembre, je voterai par Internet. Je vote pour la CCI car elle m'a vraiment beaucoup aidé pour mon dossier accessibilité. Moi, je vote à la CCI parce qu'elle me propose des formations adaptées à mon métier. Grâce à la CCI, j'ai développé mon réseau professionnel. Je n'oublierai pas de voter pour elle. Je vote pour ma CCI car elle m'a aidé à développer ma notoriété à l'international. La CCI aide ma startup à grandir. Donc je vote pour elle par internet sur jevote.cci.fr. Voilà, vous l'avez compris, il faut voter pour les élections à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. 80 élus à faire monter à cette Chambre, dont 27 femmes. C'est un progrès puisqu'il y avait 5 femmes dans la mandature précédente. Là, nous en aurons 27. Et il y a 2 listes. Alors, il y a une liste qui est complète, qui est bien faite, qui représente le Libournais, qui représente les hommes, les femmes. Vous m'avez dit de le surveiller, mais voilà. Qui est totalement exhaustive. C'est la liste d'Union, MEDEF, CGPME, c'est la liste pour l'Union Allez, Jean-François. de l'Union des entreprises. C'est la liste de l'Union pour l'entreprise. Voilà. L'UPE 33. Votez pour elle, surtout ne vous trompez pas. Venez vous asseoir parce que vous nous rejoignez. Voilà, vous pouvez garder un micro parce que Jean-François, vous nous rejoignez évidemment pour. Alors non, vous me laissez une place au bout, s'il vous plaît. Voilà, merci. Déjà que Charles, il m'a piqué la mienne tout à l'heure, donc. Voilà, donc Jean-François, vous nous rejoignez parce que vous changez de casquette dans cette première table ronde. Hein. Vous êtes aussi ingénieur de formation, un scientifique, patron fondateur depuis 1998 du groupe Ingéliance, qui est une société d'ingénierie pour l'industrie. 500 collaborateurs, 35 millions de chiffres d'affaires, et vous êtes présent en France, en Allemagne et à Singapour. Voilà. Vous avez été aussi président de l'UMM Gironde, Land, et fondé et présidé l'Institut de Cognitique. Donc c'est à tous ces titres-là que vous faites, que vous contribuerez ce matin aussi à cette table ronde. Et j'ai le plaisir, et vous pouvez l'applaudir aussi, d'appeler à me rejoindre Stéphane Héloïse Gras. Mais Stéphane Héloïse, du coup, tu peux aller t'installer là-bas. Bienvenue et merci de nous rejoindre de loin. Elle nous arrive d'un peu partout et de Paris en particulier. Mais tu es sur un projet particulier qui s'appelle Africa for Tech, le chiffre fort, mais tech, voilà, qui est un événement dont tu nous diras quelques mots pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, qui te mobilise beaucoup d'énergie et de temps en ce moment. Donc merci d'être là. Elle est docteure en sciences de l'information et de la communication du CELSA et elle est surtout chercheuse aujourd'hui à la chaire sur humanisme numérique de la Sorbonne et travaille sur des enjeux philosophiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Donc on a aussi une technicienne, mais également avec un regard sociologique, anthropologique sur cette transformation numérique. Vous êtes consultante, du coup, tu es consultante en innovation numérique et en stratégie d'innovation. Tu as été responsable de la prospective et de la coopération numérique à l'Institut français, MAE. Et tu es aussi entrepreneur, puisque tu as fondé l'Oreille, qui est un collectif de consultants, et cofondé Africa for Tech, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un hub pour l'innovation numérique, en particulier dédié à la zone Afrique. Et nous pourrons, du coup, te poser plein de questions techniques, si on en a, sur la blockchain, les monnaies alternatives, enfin, toutes ces choses-là. Voilà, donc merci de nous aider à élargir les horizons ce matin. Merci et tu es avec nous ce matin et on te retrouvera aussi en début d'après-midi sur le speech particulier autour des modèles, des business models qui viennent d'ailleurs, la partie internationale. Tu pourras nous aider sur ces sujets. Et du coup, je vais commencer par une première question à toi, Charles, qui est le philosophe du jour, celui qui va nous aider à prendre de la hauteur, à regarder loin, large ou profondément, ça va dépendre. Et en tout cas, sur le thème « Réinventons nos business models », tu me disais que parmi toutes les écoles de pensée, la boîte à outils qui peut nous aider à changer, qui peuvent nous aider à changer,
il y en a un que tu retiendrais particulièrement, une école de pensée que tu retiendrais particulièrement. Oui, c'est exact. Je te laisse nous en parler. Exactement. Je pense qu'il est assez judicieux de commencer cette journée sous le signe de Marc Aurèle, qui n'était pas simplement un philosophe, mais qui était aussi un empereur, et qui savait ce que c'était que gérer des situations difficiles et qu'appréhender le changement. Alors je voudrais juste en 5 minutes vous résumer un petit peu ce que c'est que cette sagesse stoïcienne, et en quoi c'est une sagesse d'action, et en quoi, dans une journée qui parle de réinvention et de changement, il est bon de se souvenir du mot d'ordre de Marc Aurèle, qu'il résumait ainsi. C'est ce qu'on appelle la prière de Marc Aurèle, c'est assez connu. Mon Dieu, alors c'est pas Dieu, Dieu c'est comme le cosmos, c'est comme l'énergie du monde au fond. Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, donne-moi la volonté de changer ce que je peux changer, et donne-moi surtout la sagesse de savoir distinguer les deux. Je répète, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, donne-moi la volonté de changer ce que je peux changer, et donne-moi surtout la sagesse de réussir à distinguer les deux. Ce qui veut dire que le premier point, si je veux changer ce que je peux changer, si je veux réinventer ce que j'ai envie de réinventer, c'est d'abord que je sache identifier ce que je ne pourrais pas changer, pour prendre de l'énergie dans l'acceptation même de ce que je ne pourrais pas changer. Donc je pense qu'on aurait tort de commencer la journée par se dire on va pouvoir tout changer, on va tout réinventer, et en gros quand on veut, on peut. Et que la véritable sagesse d'action commence par une sorte d'intelligence de la frontière. Qu'est-ce que je ne peux pas changer et qu'il me faut savoir accepter? Et qu'est-ce que je peux changer et sur quoi je peux avoir un effet? Mais ce qui est très puissant dans cette philosophie, et je suis très heureux de lancer un petit peu la journée avec cette note-là, c'est que quand je dois accepter ce que je ne peux pas changer, ce qui est plus fort que moi, ce qui me résiste, ce qui est la tendance d'un marché que je ne réinventerai pas, ce qui est le sens de la mondialisation et du capitalisme, au fond, il ne faut pas croire que je vais me résigner et qu'une fois que je serai résigné à ne pas changer ce que je ne peux pas changer, je me battrai pour changer ce que je peux changer. Ce n'est pas du tout ça que propose Marc Aurèle. Parce que la résignation, ce n'est pas positif. Parce que la résignation, ça crée un affect négatif qui ne me donnera pas l'énergie de changer ce que je peux changer. Ce que veut dire Marc Aurèle, c'est que quand je suis confronté à ce que je ne peux pas changer, je dois l'analyser, je dois l'étudier, et en comprenant pourquoi je ne peux pas changer ce que je ne peux pas changer, je vais avoir plein d'idées pour comprendre ce que je peux changer. Autrement dit, il ne s'agit pas de se résigner par rapport à la limite, mais d'y consentir, de l'affirmer, en fait de la vouloir. Et plus je réussirai à aimer ce que je ne peux pas changer, plus j'aurai de force pour changer ce que je peux changer. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. En fait, c'est le mot acceptation qu'il faut débarrasser de l'écho de résignation et faire entendre du côté du consentement, du côté de l'affirmation. Et pour les hommes et les femmes d'action que vous êtes, c'est pas facile à entendre, parce que vous avez envie de vous battre, et vous présupposez très souvent que tout dépend de vous. Mais la sagesse stoïcienne, qui est une sagesse d'action, une sagesse d'empereur, pas de philosophe qui fait des poèmes le soir, c'est de dire que plus tu comprends ce que tu ne peux pas changer, plus tu l'aimes, parce que tu gagnes en intelligence du réel, et avec cette intelligence du réel, tu peux mieux changer ce que tu peux changer. Il y a une autre phrase d'Épictète qui veut dire la même chose, qui dit « Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi ». Ce qui veut dire que vous avez aussi de la liberté par rapport au schéma mental avec lequel vous regardez ce que vous ne pourrez pas changer. Et je pense que la journée, ce n'est pas simplement de changer les choses, c'est aussi de changer les représentations. Ce n'est pas simplement de changer le monde, c'est aussi de changer la vision du monde, de changer le schéma mental. Eh bien, tout ça est né avec Marc Aurèle, avec cette sagesse pratique qui, je crois, n'a pas pris une ride. Pour le dire d'un mot avant de finir là-dessus, c'est qu'il faut sortir d'une logique de rapport de force et entrer dans une logique de surf, une logique de jeu avec les forces en présence. Ce que dit en substance Marc Aurèle, c'est que si tu fais un bras de fer avec le réel, si tu es dans le rapport de force, tu perdras. Alors pour des raisons qui sont liées à sa vision du cosmos, parce que pour lui, on est tout petit au milieu d'un cosmos qui est clos et qui est comme un nœud. Il y a une métaphore du nœud cosmique. Donc imaginez, vous êtes au milieu d'un nœud. Le cosmos, c'est un nœud, une corde géante, mais limitée et tendue. Et donc vous doutez bien que si vous êtes au milieu du nœud, vous n'allez pas changer les forces en présence. Eh bien, remplacez le nœud par l'état du marché. Remplacez le nœud par la mondialisation économique.
Et vous verrez ce que veut dire Marc Aurèle. C'est que si j'entre dans un rapport de force par rapport au nœud au cœur duquel je suis, je ne changerai pas. Je ne changerai pas le monde. En revanche, il faut que je joue avec la tension. Il faut que je joue avec l'énergie cosmique. C'est-à-dire que j'insère mon effort dans le sens des forces en présence. D'où la mutation d'une logique de rapport de force en une logique de jeu avec les forces. Et si vous voulez, c'est très concret. Ça veut dire que dès que vous avez un projet, dès que vous avez une initiative, eh bien, vous ne pouvez pas savoir, avant de la mettre en œuvre, si elle va être portée par les... Enfin, vous pouvez faire des études, mais vous ne pourrez jamais être sûr de savoir si elle sera portée par les forces en présence ou si les forces lui résisteront. Eh bien, c'est exactement ce que dit Marc Aurèle. Il dit qu'il faut élaborer les projets les plus ambitieux, mais en revanche, être ultra pragmatique dans la mise en œuvre et tout de suite voir comment le projet prend. Et bien, si tout de suite il y a plein de résistance par rapport à un changement, s'il y a plein de freins, si personne ne trouve ça bien, c'est que d'une certaine manière, dans les termes de Marc Aurèle, ça ne va pas dans le sens du destin, ça ne va pas dans le sens de l'énergie cosmique. Alors il faut peut-être réfléchir et éventuellement retirer le projet. Mais si, à l'inverse, le projet qu'on a pensé dans l'abstraction, en étant à côté du monde, à partir du moment où on l'insère dans le monde, se trouve porté par quelque chose, reçoit l'approbation de tout le monde trouve ça bien, et ça prend tout de suite, c'est que quelque part, eh bien, on joue avec les forces en présence et on surfe. Et ben, c'est là-dessus que je voudrais lancer la journée. Ne soyons pas dans le bras de fer et trouvons plutôt une esthétique et une éthique de surfeur. Voilà. Superbe, merci. Tiens, reprends ta... Merci beaucoup. Alors, vous verrez, on va comme ça passer d'un regard philosophique qui nous élève, quitte à faire quelques nœuds au départ, hein, mais après, vous allez voir, l'art de la répétition va faire que ça va passer. Et puis, José Milano, vous allez nous exposer d'un point de vue plus économique, on va dire, finalement, dans cette mutation numérique. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui se joue dans cette mutation? Et de quoi parle-t-on? D'un point de vue un peu différent. Voilà. Alors, comme le disait le président Clédel, maintenant, il est évident que nous sommes dans une révolution numérique. Ça veut dire qu'en fait, on bascule dans une civilisation des données. On n'est pas né dedans, mais nous sommes en train de basculer dans cette civilisation. Ça veut dire globalement 5 choses. C'est-à-dire que tous nos secteurs d'activité économique sont impactés. Ça veut dire que tous les métiers, y compris ceux à plus forte valeur ajoutée, sont touchés. Ça veut dire que chacun d'entre nous peut être à la fois consommateur et producteur, et parfois dans un même acte. Ça veut dire que cette révolution numérique, elle se diffuse extrêmement rapidement, à la fois dans l'espace et dans le temps, et que la relation entre l'homme et la machine est en train d'être bouleversée, c'est-à-dire qu'on vient de temps immémoriaux où la machine démultipliait le travail de l'homme. Maintenant, on est plutôt dans un travail de l'homme qui peut être remplacé par la machine. Alors ça a des conséquences. Évidemment, la première conséquence économique, c'est que toutes les chaînes de valeur de vos entreprises sont bouleversées. On commence à voir le lien avec la réinvention des business models. La valeur ajoutée, elle vient des plateformes. On va entendre parler plusieurs fois dans la journée de cette notion de plateforme. Dans les business models du numérique, il y a quelque part les plateformes. Alors on les connaît, c'est les GAFA, hein, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Ces plateformes, du point de vue économique, elles peuvent mettre en relation des personnes, des consommateurs à une échelle totalement inédite. Et ça repose sur 3 piliers sur lesquels je reviendrai dans un instant. Le mobile, c'est-à-dire la connectivité, les réseaux sociaux et la capacité de calcul, c'est-à-dire le big data. Le smartphone, le big data, les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est cette espèce de triangle, il est lié par l'Internet. En plus, le phénomène démultiplicateur, un des phénomènes démultiplicateurs, c'est l'émergence de l'économie du partage. C'est-à-dire la capacité de mettre sur le marché des choses qui, jusqu'à présent, dans notre univers mental, notre maison, nos chambres, nos véhicules, etc., ne faisaient partie de la sphère privée, qu'on met dans une sphère qui est celle du marché, ou qu'on a la capacité à le faire. Donc, bouleversement économique, et ce bouleversement est d'autant plus fort qu'aujourd'hui, on peut développer des produits à des coûts marginaux extrêmement bas. Deuxième conséquence de cette révolution numérique, c'est évidemment l'organisation du travail. Dans vos entreprises, la notion de statut, la notion d'emploi sont complètement changées. Et on peut rémunérer de nouveau, comme dans les premiers temps de l'ère industrielle, à la tâche. Ça a une conséquence sociale, évidemment. Troisième élément, c'est-à-dire que
la question de l'environnement digital peut remettre en cause un certain nombre de stabilités qui sont les nôtres, notamment du point de vue de la société, du fonctionnement et du rôle des classes moyennes, dont on parle beaucoup. Et puis du point de vue politique, les normes et les impôts sont contournés de plus en plus. Du point de vue financier, les politiques publiques ne réussissent plus à financer le système de protection sociale, qui reposait sur des cotisations des entreprises et des salariés. Du point de vue démocratique, la démocratie repose sur un certain nombre de piliers, dont celui des classes moyennes et la participation au vote citoyen, elle est changée. Et puis du point de vue stratégique, comme ces oligopoles qui émergent, comme ces plateformes sont plutôt d'origine anglo-saxonne, et américaine en particulier, on ne peut pas considérer que c'est complètement neutre pour le fonctionnement de notre économie. Alors il y a des leviers, il y a des solutions. D'abord, et c'est un des rôles des CCI, pour vous, ça a été dit, c'est de participer à un gigantesque effort d'éducation, de transformation de la compétence dans nos entreprises. Évidemment, c'est aussi jouer sur les infrastructures, notamment digitales. On doit être connecté avec du haut débit, par exemple, partout dans vos entreprises et partout sur nos territoires. Ça veut dire aussi que ce que vous représentez au niveau de la CCI intervient dans un débat, c'est-à-dire que le monde de la société civile, le monde des entreprises intervient dans le débat qui, jusqu'à présent, depuis 2 siècles, était un débat qui, globalement, dans la construction économique, était un dialogue entre plutôt l'État et les entreprises seules, sans compter sur la société civile. Et aujourd'hui, la société civile est un tiers acteur, on le verra à la fois en France et à l'étranger, qui intervient dans la construction de ces nouveaux business models. Et puis on attend de l'État des choses tout à fait différentes. Des cadres réglementaires, concurrentiels et fiscaux qui doivent évoluer, sans compter évidemment le droit du travail. Et tout ceci pour développer l'innovation, pour rendre possible la qualité et la sécurisation des données au bénéfice de nouveaux business models. Alors après, il faut, je crois, retenir 4 définitions ou 4 mots, 4 D, pour essayer de concrétiser au niveau de vos entreprises ce que peut signifier la révolution numérique. Ces mots sont digitalisation, démonétisation, désintermédiation et disruption. Alors la digitalisation, ça a été dit, c'est-à-dire que tout peut être digitalisé ou presque, ou tout ce qui peut l'être, l'est ou le sera. Ça veut dire que vous digitalisez, vous concevez des solutions, vous les exposez, pas forcément sur le marché, c'est enrichi, c'est modifié, c'est des expériences nouvelles, mais c'est aussi des opportunités de création d'entreprises nouvelles. Ça, c'est le digital. La démonétisation, c'est un modèle économique complètement différent. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer par le gratuit, et puis vous voyez, et ensuite vous financez par de la pub, ou alors vous rentrez par le gratuit sur votre application de smartphone, et puis ensuite vous avez des services payants. Donc le rapport que l'on a de l'échange historique entre le prix, enfin entre la chose et le prix, est complètement transformé. Nous sommes désintermédiés. Ces plateformes désintermédient. C'est-à-dire que tout ce qui a consisté à construire des rentes du point de vue économique, c'est-à-dire des éléments qui étaient d'une chaîne économique extrêmement complexe, sont complètement bouleversés. Et donc les nouveaux acteurs, ils vont chercher les rentes et ils vont attaquer les segments de vos business models qui sont des segments sur lesquels ils considèrent qu'ils peuvent faire moins cher et pour moins cher. Mais la désintermédiation, c'est aussi un truc complètement fabuleux. C'est que avant, on intermédiait énormément d'actions de la vie quotidienne par des objets. Regardez tout ce que vous pouvez, j'aurais dû le prendre avec moi, tout ce qu'on peut mettre sur un smartphone. Sur un smartphone, vous avez un appareil photo, une lampe torche, et que sais-je encore. C'est des objets qui étaient séparés et qui aujourd'hui sont tous numérisés dans un seul et même objet. Imaginez les potentialités de ce type d'outils. Et enfin, évidemment, c'est la disruption. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes en concurrence et vous êtes vous-même des acteurs agiles dans des jeux d'acteurs extrêmement nouveaux. C'est aussi de nouvelles opportunités, c'est aussi de nouveaux risques. Donc, les 4D sont jetés et c'est à vous de les recombiner pour inventer ces différents business models. D'un mot, pour finir, je voudrais revenir sur quelques éléments clés pour ceux d'entre vous un peu sceptiques qui imagineraient qu'ils peuvent passer au travers de la révolution digitale. Je reviens sur les éléments constitutifs. La mobilité, la connectivité, les réseaux sociaux et le big data. La mobilité, c'est-à-dire les smartphones, 7 habitants sur 10 sur Terre ont un téléphone. 50% d'entre eux ont l'accès à l'Internet. Un tiers des actes d'achat aujourd'hui se fait par une consultation à un moment donné ou à un autre sur le smartphone pour savoir qui est le producteur ou le distributeur avec lequel on veut rentrer en contact. 50% aujourd'hui, les objets connectés
qui sont reliés à ces smartphones, donc les objets connectés qui sont en train de... C'est les codes barres, les puces RFID et autres qu'on a dans notre quotidien. L'augmentation du nombre d'objets connectés, c'est plus 50% chaque année. Les usages, c'est plus 45% par an. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de l'économie qui est en train de traverser et qui est rendue possible par l'utilisation des smartphones. Deuxième élément, les réseaux sociaux. On passe en moyenne en France 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Et le taux de connexion des réseaux sociaux, 75% des gens qui ont un accès à Internet utilisent les réseaux sociaux. Donc penser un business model sans les réseaux sociaux, c'est quand même assez compliqué. Troisième et dernier élément, le big data. C'est fascinant. Les coûts d'utilisation du big data, c'est moins 30% de coûts chaque année, donc ça coûte de moins en moins cher. Et ça double chaque année. C'est-à-dire qu'en 14 mois, un peu plus d'1 an, en 14 mois, le nombre de données qui sont aujourd'hui entreposées, stockées dans l'univers, double. Donc la connaissance, la data, l'information double chaque année, 14 mois, à l'échelle planétaire. Donc imaginez les potentialités d'utilisation de l'ensemble de ces données pour autant qu'elles soient publiques. Donc tout ce système va vous permettre de créer de nouveaux business models et de réinventer votre métier comme c'est le propos aujourd'hui de cette journée. Merci. Merci pour ce paysage, cet aperçu. Je vais vous passer vos affaires, José, pas d'inquiétude. Mais je voulais tout de suite du coup me tourner vers Stéphane Héloïse, qu'on n'a pas encore entendu. Et je sais que tu donnes un cours à la Sorbonne sur ce que tu appelles l'archéologie numérique, en fait, ou quelque chose comme ça. Donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous donner quelques points de repère de ton point de vue à toi sur cette mutation profonde ? Avec plaisir. Alors, c'est pas un cours sur l'archéologie numérique, on n'a pas encore inventé cette discipline, mais j'aimerais bien. Je trouve que, d'ailleurs, l'idée d'imaginer des data scientists qui seraient un petit peu comme des archéologues qui ouvrent les ordinateurs et qui regardent ce qui se passe, je trouve ça assez parlant. Mais donc non, en tout cas, ce que j'essaie de faire modestement avec des étudiants qui sont effectivement, eux, digital native, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de réfléchir un petit peu à comment, dans cette foison et cet océan du nouveau dont on nous rabat les oreilles tous les jours en nous disant l'innovation, 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 comment est-ce qu'on peut prendre un petit peu de distance et essayer de réinscrire ça dans le temps long pour observer des mutations ou des transformations selon les courants philosophiques auxquels on se raccroche de ce qui se passe précisément aujourd'hui. Et c'est vrai que et j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions que je viens d'entendre ce matin parce que finalement la vraie question de fond quand on parle de transformation numérique ou de révolution numérique ou de changement de civilisation ou de bascule, c'est quelles lunettes on a pour observer ça et de quels outils à la fois intellectuels, sociaux, économiques, politiques on dispose pour prendre un petit peu de recul et se dire mais finalement voilà, alors tu citais tout à l'heure Camille la blockchain, pour ceux qui en ont entendu parler, on nous a beaucoup parlé de la blockchain ces derniers mois comme étant la grande révolution, comme on a parlé peut-être il y a 2 ans du big data et puis avant ça des réseaux sociaux, etc. Et on a l'impression que le temps s'accélère et que dans cette espèce de course frénétique, on a vraiment beaucoup de mal à prendre le temps long, à prendre du recul. Et en fait, c'est intéressant parce que du point de vue des sciences humaines, hein, d'où je viens moi en tant que chercheuse, c'est peut-être la question alors épistémologique, pardon du gros mot, mais c'est-à-dire comment finalement l'histoire des sciences se redéfinit elle-même dans ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça peut vous paraître loin de préoccupations plus on va dire économique, de vie quotidienne du business, mais c'est quand même aussi important. Et donc, ce qu'on essaye de faire dans ce cours à la Sorbonne, pour y revenir, c'est vraiment de regarder des petits objets quotidiens très envahissants, donc comme un smartphone, comme un réseau social, comme un algorithme, et d'essayer de regarder en quoi il s'inscrit précisément dans une histoire déjà préexistante des usages sociaux, des usages de techniques, d'une histoire de la mathématique, par exemple. Hein. Si on prend les modèles mathématiques du big data, on a l'impression que le big data, c'est tout nouveau, mais les modèles mathématiques qui sont derrière, ils existent depuis les années 50. Donc c'est cette histoire-là, en tout cas, moi, qui me paraît important de réinscrire, aussi pour ne pas céder à la panique, parfois, dont on peut être saisi, quand on a l'impression qu'une génération vient en renverser une autre,
et que voilà, moi je serais plus du coup dans un regard sur la longue marche de l'histoire qui s'exprime aussi dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces bouleversements. Merci. Et je me tourne du coup vers le chef d'entreprise de ce plateau. Jean-François Clédel, dans votre entreprise, comment ça se traduit et est-ce que le mot transition est suffisant pour décrire ce qui se passe ? Alors, sur le mot transition, je le trouve personnellement un peu faible pour décrire ce qui se passe, qui a été évoqué à l'instant. Quand on voit des secteurs, comment les secteurs économiques sont bousculés, si on prend l'hôtellerie par exemple, avec Booking.com d'un côté, Airbnb de l'autre, quand on voit Uber qui bouscule les taxis, qui bouscule l'État même, les lois sociales, les lois du pays, avec la remise en cause de statuts sociaux, quand on voit également les Google, Facebook et les autres qui s'accaparent des informations personnelles, en fait, très, très personnelles, confidentielles, en échange soit de jeux, soit de services auxquels ils nous ont habitués, auxquels nous sommes devenus addictifs au préalable. Quand on voit d'une certaine façon l'espionnage aussi, dont on est victime, volontairement ou involontairement, on est suivi dans tous nos déplacements, on est suivi dans la façon dont on procède à des recherches sur Internet, on est suivi sur tous les sites où l'on va, donc on essaie de détecter quelles sont nos préférences, etc. Quand on voit tout cela, on a le sentiment qu'on est revenu quand même au 1er siècle de notre ère, à l'époque des invasions barbares. Et d'ailleurs, certains de ceux qui attaquent aujourd'hui l'économie, les bastions de l'économie, l'économie de rente, se qualifient aussi de barbares parfois. Et quand on voit leur comportement, on peut dire qu'ils ont des comportements de barbares. Si on prend, et je ne veux pas jeter l'anathème sur cette entreprise, mais quand on prend Uber, qui remet en cause des statuts sociaux qui sont le fruit de construction, de décennies de construction, on se dit, est-ce que ce ne sont pas les barbares qui attaquent, qui assiègent Rome et qui pillent Rome et qui... Vous pourrez lui poser la question directement ce soir, puisqu'il sera là... Voilà, je ne sais pas si je lui poserai la question. Donc pour moi, si vous voulez, ce n'est pas une transition. Je le ferai pour vous alors. C'est pas une transition que nous devons faire si nous voulons préserver les valeurs auxquelles nous sommes les plus attachés. C'est une révolution que nous devons faire de nos approches du marché, du positionnement aussi dans la chaîne de valeur, de la gestion de la relation client-fournisseur. Et le mot, si on veut utiliser un mot pour évoquer tout ça dans l'entreprise, moi je parlerai plutôt de transformation numérique ou digitale, peu importe, mais je parlerai de transformation quand même, parce qu'il faut transformer, il faut tout revisiter de fond en comble dans l'entreprise et se transformer très profondément, y compris dans notre offre, dans nos process, dans la façon d'aborder les relations. On a parlé de l'économie du partage, on a parlé des services gratuits aussi, qu'il faut savoir proposer, et là je pense au CCI, savoir proposer des services gratuits pour demain pouvoir facturer et trouver de nouvelles ressources. Ça, c'est d'une façon générale. Vous me direz après, dans votre entreprise, je voudrais repasser la parole à Josy Mélano, puisqu'on avait convenu. Alors, je voudrais aussi nous rendre tous ici attentifs au temps, parce qu'en fait, on devrait déjà avoir terminé. Donc, comme on a commencé avec un quart d'heure de retard et qu'on a un peu de marge sur les pauses, on va aller jusqu'à moins le quart, d'accord ? Mais il faut vraiment qu'à moins le quart, on puisse boucler sur quelque chose qui nous reste pour ensuite démarrer cette journée avec les différents angles qu'on a prévu d'aborder. Donc, José Milano, vous aviez évoqué aussi qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement dans cette mutation numérique de votre expérience et de tout votre parcours. Qu'est-ce que vous en gardez ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Et vous aviez quelque chose que vous avez envie de partager là-dessus ? Rapidement, je crois que ce que disait Charles sur ce qui est variant et invariant, c'est extrêmement important. C'est-à-dire l'être humain s'adapte à ces transformations dès lors qu'il a des points d'ancrage. C'est un paradoxe apparent, mais c'est extrêmement important d'accompagner l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des équipes dans les transformations des entreprises, en essayant de sécuriser ce qui est des points invariants pour eux et en essayant de développer avec eux des prises de risques, des évolutions de comportement, des orientations de services, on va le voir. Donc toujours avoir à l'esprit cette espèce de balance entre ce qui est nouveau, apparemment, et puis surtout ce qui doit être préservé. Parce que l'être humain a besoin de cet équilibre. Et je crois que c'est ça, du point de vue de la transformation, de la mise en œuvre de la transformation, qui est un des éléments, pour moi, qui est assez complexe à mettre en œuvre. Merci. Et du coup, par rapport à cette gestion de l'incertitude, Charles, qu'est-ce que cette complication de... Eh bien, ce qu'on entend là, qui est vraiment intéressant, c'est que, d'abord, j'insiste sur ce que tu disais, José, c'est qu'effectivement,
il ne faudrait pas croire que comme on vit une période de bouleversement, il faut être aussi créatif que l'époque et ne pas bien sûr consolider ses acquis et ce qu'on sait, parce qu'il y a quand même des choses qui demeurent. Et je pense qu'il faut exactement comme tu le disais, prendre appui sur ce qui demeure pour bondir vers le nouveau. Mais maintenant, du coup, ce qui se trouve plus exigeant encore qu'avant, c'est le sens de la décision, au sens propre. C'est-à-dire qu'il n'y a de décision que parce qu'il y a une incertitude. Et je pense que pour bien comprendre ça, et donc vous, ici, qui êtes des décideurs ou des décideuses, vous êtes encore plus convoqués par l'histoire qu'avant. Mais pour bien comprendre ça, il faut mesurer en quoi la décision n'est pas un simple choix rationnel. C'est-à-dire que parfois, quand on doit trancher, si on réfléchit et qu'on analyse la situation et que clairement une option se dégage plus qu'une autre, on la choisit. C'est pas ça une décision. Une décision, c'est quand il y a vraiment de l'incertitude à l'issue de l'analyse. Comme tout ce que vous avez décrit un monde de plus en plus incertain. Eh bien, la décision, c'est précisément le courage de trancher dans l'incertitude. Alors la question, c'est comment on trouve le courage de trancher, comment on trouve l'audace de trancher quand on sait de moins en moins ce qui va se passer. Et c'est effectivement là que ce que disait José me paraît très important, c'est que pour trouver le courage de sauter au-delà de ce que je sais, il faut d'abord consolider ce que je sais. Il y a une métaphore que j'aime bien, chez le philosophe Alain, qui dit « si vous voulez décider », en fait, il y a une phrase que j'adore qui résume tout pour moi. Écoutez bien cette phrase parce qu'elle a l'air presque d'être une blague, mais elle est ultra puissante et je crois qu'elle résume le sens de la décision. C'est Alain qui dit « le secret de l'action ». Enfin non, avant de vous donner la chute, je précise que quand Alain dit ça, en fait, il résume ce que c'est que la décision chez Descartes. Et donc il dit « le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». En fait, c'est très puissant. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas croire que le secret de l'action, c'est d'avoir bien réfléchi avant. Mais il ne faut pas croire non plus qu'on n'a pas réfléchi. Et en fait, Alain dit, voilà, vous réfléchissez jusqu'au bout, au bout du chemin. Il appelle ça le chemin du sens. Et en fait, la décision, c'est le petit saut dont on est capable au bout de ce chemin. Voilà. Mais il faut d'abord emprunter le chemin jusqu'au bout, donc être le plus possible dans la maîtrise, au fond, dans la connaissance du monde qui, quelque part, n'est plus, pour après oser faire ce pas de plus. Voilà, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Jean-François, un petit mot sur la mise en œuvre d'Alain dans l'entreprise. Ah, ça ne fonctionne plus. Tenez. Avant ça, je dirais qu'on devrait peut-être faire lire Alain à tous nos présidents de la République. C'est bon. Alors, dans l'entreprise chez nous... On voit que vous êtes dans une période hautement politique en ce moment. Ouais. Bravo. Dans l'entreprise chez nous, la question se pose évidemment, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes une société d'ingénierie pour l'industrie, c'est-à-dire que donc, nous partons de besoins exprimés par des clients, certains sont dans la salle, Dassault par exemple, qui va nous confier des travaux de conception d'une partie d'un avion, donc une pièce à concevoir ou un ensemble. Et donc il élabore un cahier des charges avec les dimensions qui vont entourer ce produit, les caractéristiques du produit, etc. etc. Bon, un cahier des charges. Et là, à partir de ce cahier des charges, nous allons, des concepteurs vont imaginer le produit dans sa forme, dans son épaisseur, dans sa masse, en fonction des matériaux, etc. Lesquels matériaux sont déjà conditionnés par des normes données par le client. Et puis, une fois que nous aurons fait ce dessin de cette pièce, nous allons calculer la tenue mécanique de cette pièce du fait des différentes sollicitations auxquelles elle peut être soumise, en statique, en dynamique, en température, vibration, enfin bref, etc. Et au bout d'un moment, on va dire, voilà, là c'est bon, la pièce est conforme, on livre ça. Ça, c'est ce que nous faisons. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui peut finalement attaquer notre business, qui peut faire que tous les techniciens, les ingénieurs, les docteurs que nous avons, demain n'auraient plus de boulot. Eh bien, ceux qui pourraient faire ça, moi, ce qui me fait un peu peur, je ne vous cache pas, c'est ce que peuvent développer nos éditeurs de logiciels qui nous vendent leurs logiciels assez cher au demeurant. Il suffirait, par exemple, et on peut imaginer qu'à terme, c'est ce qui peut arriver, que les algorithmes soient tellement puissants que finalement, imaginez qu'on colle un casque sur la tête du client, avec des capteurs, on capte ses idées, il n'a même plus besoin d'écrire son cahier des charges,
Et puis, l'ordinateur pond dans la foulée les plans, les calculs, parce que tout ça, finalement, ça résulte de la mise en œuvre de savoirs qui ont été appris dans des écoles, qui sont traités de façon très méthodique par des processus très structurés. Et je pense qu'à long terme, on peut penser que ce que j'évoque là, qui aujourd'hui nous paraît un peu farfelu, n'est pas finalement si irréalisable que ça. Alors là, on est quand même sur du très long terme. Je pense qu'on est sur du 20, 30 ans, 40 ans peut-être, 50, j'en sais rien. Mais avant ça, il faut que nous nous positionnons dans cette chaîne de valeur autrement. Et comment avoir une offre différenciante? Peut-être, alors je ne vais pas dévoiler les réflexions que nous menons sur ce sujet, mais peut-être en proposant des plateformes pour aider nos clients à venir exprimer leurs besoins, c'est-à-dire plutôt que de leur mettre un casque sur la tête, ce qu'ils n'accepteront pas tout de suite, c'est de leur proposer une plateforme dans laquelle ils pourront formuler des besoins, par exemple, et qui prémâcheront le travail en fait, d'expression du besoin. Donc merci ça, c'est un exemple. Pour cette illustration de déconstruction, reconstruction aussi de chaîne de valeur. Et ça, je pense que le speech de fin de matinée avant le déjeuner répondra vraiment à cette question-là. C'est-à-dire Pierre-Louis Després qui vient avec cet objectif de vous permettre dans la salle de partir de vos business models et de regarder où est-ce qu'il y a là des niches et des potentiels d'innovation importants. Stéphane, Héloïse, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot aussi pour nous allécher sur le début d'après-midi sur porter le regard ailleurs? En quoi est-ce que c'est apprenant pour nous, du coup? Et quels sont les constats majeurs, voilà, simplement pour lancer un peu le sujet, et notamment en Afrique, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, avant de parler de l'Afrique, parce qu'on va en parler pas mal tout à l'heure, effectivement, et je vais y revenir, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte par rapport au sujet de cette session d'ouverture, c'est que, en fait, toutes ces questions qui sont des questions effectivement très dérangeantes, en fait, d'un point de vue social, politique, économique, sont quand même avant tout des questions de business model, parce que ce qu'on appelle, par exemple, le transhumanisme, qui correspond à une vision qu'on pourrait, qui vient d'être décrite en quelque sorte, c'est-à-dire on pourrait tout à fait imaginer, et d'ailleurs c'est le discours de pas mal de ces grands acteurs du numérique, que de dire que la plateforme génère une forme d'intelligence qui excède l'homme et qui va de toute façon prendre le contrôle de nos vies et le contrôle de nos corps et le contrôle de nos rentes également. Et ça, c'est un vrai sujet de discussion, je pense, et de débat qui mêle à la fois des considérations philosophiques, des considérations politiques, des considérations économiques, parce que derrière, il y a évidemment des enjeux de domination de marché, des enjeux de maîtrise de certaines technologies, de certains usages et de certaines données qui sont nos données personnelles, etc. Bon. Donc il y a un lobby du digital, quoi, aussi. Il y a aussi une espèce de puissance. Ça excède même la notion de lobby, parce qu'en fait, on est là sur des questions de civilisation, en fait. C'est-à-dire qu'à partir d'une manière de penser le monde et d'une manière de penser la place de l'homme dans le monde, on va réussir à vendre des parts de marché, ou en tout cas, on s'appuie là-dessus pour vendre, c'est quand même vraiment le cas de Google, si on écoute Ray Kurzweil, qui est quand même le directeur de la recherche et de l'ingénierie chez Google, aujourd'hui, le chief évangéliste de Google. C'est un très grand scientifique, mais qui a une vision du monde extrêmement tranchée quant à ces questions de singularité. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent les sujets d'université de la singularité, etc., et de tout ce que ça... Et alors, ce que je trouvais intéressant quand tu m'as invité, Camille, c'est justement de dire peut-être qu'à partir de toutes ces questions-là, si on décentre un peu le regard, si on se balade depuis d'autres points de vue anthropologiques, géographiques, si on va voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, eh bien, on est ramené peut-être à des formes un petit peu plus pragmatiques de réflexion sur en quoi est-ce que le transhumanisme et la domination de Google et la domination d'Amazon et l'ubérisation de la société peut être pensée autrement et peut être pensée différemment. Et c'est ça que je trouvais intéressant et c'est ça que j'aimerais bien pouvoir aborder avec vous tout à l'heure, c'est que finalement, si on pense l'ubérisation, qui est évidemment, je pense, présente à l'esprit de n'importe quel entrepreneur aujourd'hui quand on construit et quand on développe son modèle d'affaires et ses structures de revenus, finalement, l'ubérisation, qu'est-ce que c'est quand on le pense depuis les pays occidentaux et quand on le pense depuis l'Afrique? Uber en Afrique, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est devenu plutôt une manne de formalisation d'économie informelle. Uber au Nigeria, Uber à Lagos, c'est ce qui permet précisément à des chauffeurs de taxi qui jusque-là n'étaient répertoriés nulle part, qui n'avaient pas pignon sur rue, qui ne pouvaient pas
créer leur porte-monnaie et comptabiliser même ce qu'ils gagnaient à la journée, etc., Uber leur a permis de faire ça. Alors que Uber, en Europe, c'est un gros facteur de création d'économies informelles, ou en tout cas de dérangement de certains corporatismes, enfin même de renversement et de remise en question très profonde de nombreux corporatismes. Alors juste, voilà, je pensais qu'à partir de ce petit exemple, on pouvait réfléchir totalement autrement et peut-être regarder un petit peu aussi de manière décentrée, comme je voulais le proposer, ces sujets de révolution numérique, de modèles d'affaires et de réinvention des business models. Merci. Je vous laisse la conclusion, messieurs. José Milano, Charles Pépin. Un mot de conclusion et puis on passera à la suite. On voit, tous les échanges disent à quel point on est dans une crise, en fait, au sens propre de la crise, c'est-à-dire le moment où le réel se déchire et quelque chose apparaît. Vous savez, il y a une chanson de Leonard Cohen que j'adore qui résume ça et dit il y a une déchirure quelque part, mais c'est par là qu'arrive la lumière. Ben là, c'est ça qui se passe. Il y a une mutation, monsieur disait, non pas transition, mais révolution. Je crois que c'est clairement le cas. Et donc, on n'a pas le choix. On est obligé de réussir à changer de regard. Alors, on peut le proposer en voyageant sur la planète, comme tu le proposes. Et on peut aussi essayer de le faire par la pensée. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. Et on voit l'ampleur du défi qui nous attend. Et on pourrait d'ailleurs avoir un petit peu peur de ça. Mais c'est aussi en même temps excitant, je trouve, d'essayer de développer ce qu'on peut développer par rapport à cette crise. Et je reprendrai quand même les 3 points que tu évoquais, José. Digitalisation, démonétisation, désintermédiation. Ça, c'est vraiment ce qui ne dépend pas de nous. Vous voyez, ça ne dépend pas de nous, on ne pourra pas changer ça. Et par contre, tout ce qui dépend de nous, c'est l'objet de cette journée. Merci. Merci Pascal Faugère et à la CCI pour cette première table ronde.